Bonjour à tous, vendredi 18 h, c'est l'heure de Mon Quotidien TV et ce soir, je rencontre une nouvelle personnalité. Alors ceux qui sont amateurs de musique le reconnaîtront peut-être déjà. Son nom dans la vie civile, c'est Frédéric Eugénie, mais il a également un pseudo, un nom d'artiste et ce nom c'est… Féfé Typical. Eh ben, bonsoir Féfé Typical, ravi de vous accueillir sur ce plateau. On va passer un petit moment ensemble pour faire connaissance pour ceux qui ne vous connaissent pas et puis aussi vous pour parler de votre actualité pour ceux qui sont impatients de la connaître. Génial. Alors tout d'abord, j'ai fait un peu de teasing. Vous faites de la musique assez facilement, on peut dire ce que c'est, mais je préfère que ce soit vous qui nous expliquiez. Qu'est-ce que vous jouez comme musique? Ben, je fais du reggae. Du reggae. Donc je suis un reggae man, ce qu'on appelle un reggae man, un rastaman aussi. Cette musique, vous l'avez commencé à 21 ans, j'ai envie de dire presque seulement. Le Féfé d'avant, il faisait quoi avant de faire de la musique? Ben, c'était un jeune étudiant, c'était, si on peut dire, un adolescent tout à fait ordinaire. Mais qui était porté sur la littérature, j'aimais beaucoup lire et je me sentais aussi la fibre d'un écrivain et donc voilà, c'était les choses vers lesquelles j'étais attiré et avant de faire la musique, avant de trouver, je peux dire, ma vocation dans la musique, ben voilà, j'étais quelqu'un qui lisait et qui écrivait. Donc voilà, vous aviez envie de faire des études de journaliste, Voilà, d'écrivain, ouais. et puis vous avez déjà eu quelque chose qui vous a un peu aidé à plonger. Vous avez parlé de la littérature, mais pas n'importe laquelle, de la littérature que vous ne compreniez pas encore à l'époque spirituelle, mais de la littérature spirituelle, c'était quoi? C'était un Ancien Testament, une vieille édition qui était dans la bibliothèque de mes grands-parents et qui datait de 1876 à peu près. Soyons précis. Et donc un Ancien Testament qui était écrit en vieux français, en vieux François comme on dit, et dans lequel voilà, j'ai découvert les histoires magnifiques de personnages illustres tels que Adam, bien sûr, Adam et Ève, Enoch, Mathusalem, Moïse, particulièrement Moïse, puisque en fait l'Ancien Testament, si on peut dire, est composé de 5 livres qui ont été écrits par lui. Mais voilà, dans cet Ancien Testament, j'ai pu découvrir que il y avait un univers mystérieux qui était celui de la spiritualité et qui dépassait le cadre de l'humanité, si on peut dire, terre à terre, et qui permettait à un être humain de se transcender, de se voir un peu plus grand que ce que le monde matériel dans lequel nous sommes, si on peut dire, entre guillemets, enfermés, nous propose. Donc en fait, c'était votre entrée en fait dans une recherche spirituelle. Ça s'est d'abord fait par la littérature, avec une inconscience d'enfant qui était de lire des histoires tout simplement. Une curiosité en fait. Voilà, une curiosité, et c'est ça qui vous emmène finalement après vers la foi et vers cette recherche spirituelle qui nourrit aussi votre travail artistique, j'imagine. Absolument. C'était en fait, tout cela était motivé par une recherche d'identité en fait. Je voulais découvrir mon identité en tant que personne dans l'espace, si on peut dire, l'espace, on va dire, social dans lequel j'étais, et je voulais connaître ma position, je voulais savoir pourquoi j'étais là, qui j'étais, comment on dit, qui suis-je, où vais-je. Est-ce que ça, votre enfance, dans vous quelle l'a passé étagère? Dans quelle étagère? Je ne connaissais pas celle-là. Dans le 14e arrondissement de Paris que vous étiez, chez vos grands-parents. Voilà, mais vous avez des origines ultramarines de Martinique, c'est ça? Voilà, exactement, oui. Je suis un afrodescendant. Aujourd'hui, je m'identifie comme afrodescendant. Et les origines de ma famille, effectivement, sont de la Martinique. Et moi, je suis né ici, en France. Mais mes parents voilà, sont
sont originaires de la Martinique. D'accord. Et en préparant l'émission, je vous ai demandé si c'était quelque chose qui était important, c'était un chapitre sur lequel on pouvait prendre un peu le temps. Et vous m'avez dit, ça fait partie de ce qui a construit, de ce qui m'a construit mon travail d'artiste aussi. Absolument. Parce absolument. que effectivement, ce rapport à la recherche, elle ne s'est pas faite uniquement par curiosité, mais aussi parce que vous avez, un besoin de s'identifier. Ça a été violent pour vous, oui, le rapport aux autres. Oui, exactement. Si. J'avais un besoin de m'identifier parce que je ne comprenais pas certaines réflexions qui m'étaient faites par rapport à ma couleur. Je n'admettais pas, en fait, j'avais du mal à accepter le fait que les autres ne me voient pas comme leur égal. Et que j'avais le sentiment que ma couleur noire faisait que je devenais, enfin, qu'à leurs yeux en tout cas, j'étais quelqu'un qui avait une moindre valeur. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait offensé déjà au départ et contre lequel je me suis rebellé très tôt. Et donc, effectivement, j'étais dans une quête de mon identité. C'est ce qui a, si on peut dire, motivé toutes mes recherches et ce qui m'a poussé à justement aller vers ce domaine musical et en même temps ce qui a nourri chez moi l'envie de dire, d'exprimer toute la frustration que je ressentais justement d'être un peu, si on peut dire, marginalisé, mis à l'écart comme une personne, comme une quantité, enfin oui, j'allais dire quantité négligeable, mais plutôt comme une personne que on concerte en dernier ressort. Alors que je savais que j'avais des choses à dire, j'avais peut-être même un apport, j'avais une participation à faire, si je peux dire, à la société, et que j'avais du mal à accepter que, non, en fait, ma vie allait être simplement celle d'un serviteur ou d'un sous-fifre. Donc je me suis rébellé à ma façon. Voilà. D'accord. Et alors pourquoi le reggae, il y a une raison particulière, c'est pour ça que je vous pose la question, pourquoi le reggae? Ben parce que voilà, le reggae est une musique de rebelle, une musique révolutionnaire. Et le reggae a été souvent la musique qui a été si on peut dire, le porte-parole des peuples non seulement opprimés, mais des causes, si on peut dire, des causes perdues. Des causes qui semblaient, pour le reste de l'humanité, un peu vaines. Et j'ai adhéré à cette musique parce que la première fois que je l'ai entendue, ça a été grâce à Monsieur Bob Marley. Et à celui qui vous l'a offert. Vous étiez petit, on vous offre votre premier vinyle. C'est un vinyle de Bob Marley, c'est ça? Voilà, un vinyle de Bob Marley. C'était l'album de Bob Marley qui s'appelait Africa Unite. C'est l'album sur lequel la jaquette, il y a tous les pays, tous les drapeaux du continent africain. Tous les pays du continent africain. Et déjà cette richesse et cette diversité de couleurs et je peux dire d'identification a été pour moi déjà une révélation, dans le sens de dire que, en fait, je suis riche de quelque chose. Peut-être qu'en France, au milieu de cette société où on m'identifie comme un noir, donc faisant partie d'une minorité. Mais encore aujourd'hui? Non, moins aujourd'hui, parce que on va dire que les choses ont énormément évolué, heureusement d'ailleurs. Mais à l'époque, j'avais ce sentiment d'isolement, ici, dans la société française. Enfin, ce sentiment d'appartenir, voilà, à une, entre guillemets, minorité. Mais quand j'ai reçu cet album, à la diversité des drapeaux, déjà, ça m'a permis d'identifier que j'appartenais en fait à une nation. Et que j'avais aussi une histoire. Et que donc, ce qui m'était dit ici en France, quand j'allais à l'école, on me parlait de mes ancêtres les Gaulois, de toutes ces choses. J'ai compris qu'en fait, mon histoire va au-delà de ça.
Et Quand petit, vous étiez déjà bilingue, ou vous avez appris l'anglais, ou ça vous a motivé par exemple à apprendre l'anglais? Ça m'a motivé à apprendre l'anglais. Ça m'a motivé vraiment beaucoup à apprendre l'anglais. Ouais. Et parce qu'au départ, c'est vrai que c'était un peu difficile. Ouais. Mais c'est vrai qu'en France, on n'est pas doué pour apprendre les langues étrangères, et du coup... Ouais, particulièrement l'anglais, je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être historique aussi. Hein. Ouais, c'est vrai que on va dire que le rapport que le français a à l'anglais, et c'est sans doute historique. Hein. Il y a eu, si on peut dire, beaucoup d'antagonisme entre la France et l'Angleterre. Mais moi, en plus, on peut se cacher ça, je crois que c'est surtout parce que les enfants, ils travaillent pas bien à l'école. C'est qu'il y avait aussi une volonté à un moment, voilà, il faut se rappeler aussi qu'à un moment, bon, le français était, si on peut dire, la langue internationale. Hein. Avant que l'anglais ne devienne la langue la plus utilisée partout dans le monde, le français était au niveau de l'Occident, en tout cas, la langue qui était la plus prisée, quoi. Donc il y a sans doute aussi ce fait. Mais donc j'ai appris donc l'anglais, et un anglais bien spécifique, puisque il s'agit du patois jamaïcain, puisque Bob Marley parlait cette langue, bien sûr, si on peut dire ce patois, ce mélange d'anglais conventionnel et si on peut dire de patois local. Et donc j'ai dû faire un long apprentissage avant de pouvoir bien saisir le message de Bob. Mais vous l'appelez Bob, je dois rappeler quand même que vous êtes son enfant non reconnu. Hein. C'est ça que vous m'avez dit en préparant l'émission. Oui. Enfin, en tout cas, c'est un de mes pères spirituels. C'est vraiment quelqu'un qui m'a fortement inspiré et guidé. J'ai vraiment... il a été un phare pour moi dans ma vie, un repère vers lequel j'ai toujours pu marcher de façon à ne jamais me perdre et à toujours garder le cap. Et du coup, à 21 ans, après avoir suivi ce phare, vous dites, tiens, peut-être que je pourrais prendre le relais. Voilà, exactement. Oui. C'est ça? Pour honorer aussi tout ce qu'il m'a apporté de bienfaits dans ma vie, je me suis dit que je devais reprendre le flambeau des messages qu'il avait introduits dans sa musique et de cette culture aussi, parce que au-delà le reggae music, au-delà on va dire de la musicalité de la chose, il y a aussi ce côté spirituel que la culture Rasta, la culture Rastafari, qui est, si on peut dire, implicite au reggae music, m'a apporté. Et comme ça m'a permis si on peut dire, d'asseoir mon identification sur un sol ferme, sur quelque chose, ça a été vraiment un tremplin pour moi, et j'ai pu, si on peut dire, construire mon propre édifice, voilà, à partir de cette fondation. Donc c'est vraiment quelque chose qui... c'est quelque chose qui... c'est vraiment ce qui m'a fait, quoi, en fait. L'homme que je suis aujourd'hui est redevable totalement à Bob Marley et à la musique reggae. Et je voulais l'honorer en reprenant le flambeau et en perpétuant son message et en me disant que, bon, lui étant disparu maintenant depuis les années 80, que pour autant, sa musique ne devait pas mourir, son message ne devait pas mourir, et que je serais un de ceux qui porterait, qui serait dans si on peut dire, la prise de relais, et qui porterait vers les nouvelles générations, les autres générations, les générations futures, ce magnifique message de paix, d'amour, de spiritualité qu'a été celui de Bob Marley. Féfé Typical, ça fait 30 ans maintenant que vous faites de la musique, que vous avez choisi ce destin et cette mission que vous vous êtes confiée de continuer le travail que Bob Marley avait fait. Ça a commencé peut-être par des reprises, et puis est-ce que vous pouvez balayer comme ça, alors l'émission, on est bavards tous les deux, donc ça prend du temps, mais est-ce qu'on peut résumer 30 ans de carrière musicale, les éléments marquants qui ont fait ces 30 ans pour vous? Alors, bon, c'est
ça serait difficile de faire un résumé parce qu'il y a eu tellement de choses. Mais si je puis dire, si je m'axe sur je peux dire les deux jambes qui forment le corps du reggae music, c'est-à-dire la culture, Rastafari, et si on peut dire après entre guillemets sound system, qui est, si on peut dire, l'expression musicale l'expression musicale de ce phénomène, si on peut dire socialement parlant, puisque en fait les sound systems ont été un moyen pour les Jamaïcains de l'époque de vendre leur musique et de faire connaître au public leurs produits. Et donc un sound system, qu'est-ce que c'était? C'était une sonomobile qui sillonnait, je peux dire, une sonomobile, donc une voiture dans laquelle il y avait du matériel sonore, voilà, du matériel audio. Et dedans, les producteurs de musique faisaient diffuser leur son. Et ces voitures sillonnaient, si on peut dire, la Jamaïque, s'arrêtaient à certains points, et puis, si on peut dire, elles organisaient si on peut dire, des parties. Si on peut des dire. genres de petits concerts, voilà, improvisés. Voilà. Et, vous y êtes parti, vous, en Jamaïque? J'ai eu la chance d'aller une fois en Jamaïque. Ouais. Depuis, c'était dans les années 2000. Ouais. J'y étais d'ailleurs pour réaliser un album avec mon partenaire de l'époque qui était Tironi. Vous avez fait 2 albums avec lui. Hein. Voilà, exactement. En fait, votre carrière, si moi j'essaye de la résumer, vous avez fait beaucoup de travail de compilation avec d'autres artistes sur lesquels vous avez fait ce qu'on appelle des redeems, c'est ça? Exactement, ouais. Qui sont en fait des exercices où plusieurs artistes vont poser leur texte, parce que on ne l'a pas précisé, mais vous êtes auteur. Oui, voilà. En français, en anglais, les deux? Non, en fait, moi je suis spécialiste en français. Hein. En français, ouais, en français. D'accord. Donc ça c'est aussi une spécialisé en français, oui. Et donc vous avez plusieurs artistes qui vont venir sur le même rythme musical, sur le même rythme, venir poser leur texte et leur interprétation. Leur propre chanson. Donc ça, vous en avez fait beaucoup pendant les 30 années. Exactement. Si on peut dire, ma carrière en fait a commencé comme ça en fait. Parce que je suis vraiment issu du sound system aussi. Ouais. C'est-à-dire que j'ai commencé bien sûr en écoutant du reggae sur les vinyles, mais qu'après mon moyen d'expression a été au travers des sound systems. Et c'est via les sound systems justement que j'ai pu manifester mon don, ma capacité à m'exprimer sur la musique. Et donc ça c'est le premier axe, si on peut dire, de développement de ma carrière. Et le deuxième, ça a été vraiment la spiritualité. Et donc j'étais aussi très versé dans, si on peut dire, le culte Rastafari, la pratique de la spiritualité rastafarienne. Et ça a été, si on peut dire, ce qui a amené un équilibre dans ma carrière et qui a fait de moi l'artiste Féfé Typical. Je suis connu auprès du public comme quelqu'un qui est très poussé par la spiritualité, enfin très inspiré par la spiritualité. Et je suis connu en tant que Rasta, en fait. Et très fier de ça. Je veux qu'on se concentre beaucoup sur la sortie de votre nouvel album en 2022. Entendu. Mais juste un mot peut-être, même si j'imagine que c'est pas simple, mais le temps court. Le travail de collaboration avec Tironi, 2 albums. Oui. Qu'est-ce que vous en gardez comme expérience, comme feedback? Eh ben, ça a été, si on peut dire, c'était les moments où j'ai pu approcher certaines maisons de disques, ça m'a permis de voyager. C'était un duo, nous formions un duo qui était assez riche, qui était vraiment prolifique, et j'en garde de bons souvenirs. Et si on peut dire, ça... Vous êtes fier de ce que vous avez créé avec lui? Oui, si, parce que ça fait partie de ma carrière, ça fait partie de moi. Je pourrais difficilement renier cela. Et aujourd'hui, je me suis quand même
servi de ça, si on peut dire, de cette expérience, pour poursuivre après mon parcours solo. Et non, je dois reconnaître que ces époques-là étaient aussi celles où, en France, le reggae était en pleine émergence, en pleine effervescence. Et donc il y a vraiment de très bons souvenirs que je garde de ça, des choses auxquelles j'ai participé, parce que nous côtoyions beaucoup le milieu rap aussi à ces époques-là. C'était aussi au tout début du milieu rap, si on peut dire, l'émergence du rap en France. Et donc j'ai fait de très belles rencontres aussi de gens de ce milieu à cette époque. Voilà, je peux dire que ça a été tout bénef pour moi, si je peux dire. Cool. Alors, parlons de cet album. Oui, enfin. Ça sort en 2022, donc cette année. Est-ce que vous pouvez nous le présenter un peu, ce travail? Alors, déjà, son nom, le nom de l'album, c'est le même nom que le vêtement que je porte, Moody Raw. Ah bah voilà, il y a un lien que vous avez fait. C'est originaire de Côte d'Ivoire? Alors voilà, pour ne pas dire de bêtises. Pour ne pas dire de bêtises, je dirais que c'est une tenue traditionnelle africaine. Voilà, pour ne pas offenser celle qui me l'a offerte. Ni les offenser, ni dire de bêtises, mais vous avez raison. En tout cas, c'est typique de voilà, c'est vraiment une tenue qui est traditionnelle. Alors pourquoi que j'arbore fièrement. Pourquoi alors Moody Raw, le nom de l'album Moody Raw est en fait un nom qui a été qui est inspiré d'un pseudo qui est le mien, si on peut dire mon alter ego artistique, parce que dans le milieu reggae, enfin dans le son de système, ce milieu dont je suis issu, j'avais, si on peut dire, deux casquettes. J'avais la casquette du DJ. Le DJ, c'est celui qui toast, donc qui pose, si on peut dire, de façon très cadencée sur les rhythms, un petit peu comme, je pourrais dire, Poulot, puis il détruit sa carrière, Poulot, puis il détruit sa carrière, Poulot, puis il détruit sa carrière, détruire la carrière d'un frère. Ils veulent que tu sois docile pour te déplumer, ils deviennent ensuite hostiles. Bon, une façon assez rythmée de poser son texte. Et il y a donc l'alter ego de Féfé Typical, qui s'appelle Moody Raw, qui lui est un chanteur. Voilà. J'ai donc deux personnalités en tant qu'artiste. Et c'est ma deuxième personnalité artistique qui a inspiré le nom de cet album, Moody Raw. Et donc le chanteur Moody Raw a existé, avait, si on peut dire, a fait ses armes, si on peut dire, dans les années 1990 à 1993, au sein plutôt de deux collectifs. Deux fameux collectifs, trois fameux collectifs même je pourrais citer. Le premier c'est le Polino Hi-Fi. D'ailleurs j'ai fait une dédicace à Polino. Polino c'était le sélecteur du son de système auquel je participais, dont les membres à l'époque étaient Tonton David, Daddy Nutty, Don Lickshot, Tip Top et moi-même. Ça a été le premier son auquel j'ai participé, dont j'étais aussi un des membres fondateurs. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer, si on peut dire, une entité des sons de système, c'est-à-dire là, c'est une école, si je peux dire même, qui était celle du Youthman Unity, le son de système de Pablo Master. Je ne sais pas si les gens se souviennent, mais de cette chanson en A, en I, en O, c'est moi le maître Pablo. Et donc, ce maître Pablo Master, m'a, si on peut dire, accueilli dans son son et a poursuivi ma formation en tant que DJ. Donc j'ai été aussi membre de ce collectif. Et après, vers les années 91 exactement, avec Nutty, MC Janik, Brother Jimmy, Jamaica, Daddy Mori, Dixie Colcha,
J'essaie de me souvenir de tous pour ne pas faire de jaloux. Et donc, ouais, j'ai cité Nutty, j'ai cité tous ces gens-là. Donc, nous avons, après ces personnes, nous avons formé, oui, Paulino, qui était encore là, Terror Seb, qui n'est autre que Sébastien Farran, qui était, lui, si on peut dire, celui qui jouait les disques, ce qu'on appelle un sélecteur, donc au même titre que Paulino, il était sélecteur au sein de ce collectif. Donc ce collectif-là s'appelait le Stental, et c'est un son de système qui a, si on peut dire, animé les nuits parisiennes des années 90, début des années 90, jusqu'à 95, on va dire à peu près. Et donc c'est voilà comment j'ai et Moodiro, donc l'artiste Moodiro, l'alter ego de Fefe Typical, c'est, si on peut dire, a existé, a émergé au sein du Stental, cette dernière formation artistique, ce collectif de DJ. C'est là que mon alter ego est né, si je puis dire. Et donc j'avais la fonction, au sein de ce collectif, de chanteur. C'était moi qui, si on peut dire, chantait les choses qui faisaient les dames, qui comment dirais-je, flattaient les femmes, et la plupart de mes textes étaient orientés vers elles, quoi, en fait. C'était, si on peut dire, le chanteur, comment on appelait ça, chanteur de charme, le crooner, voilà. J'avais le rôle de crooner au sein de ce collectif. Et j'ai gardé, donc j'ai repris ce nom, parce que bon, j'ai trouvé que c'était déjà c'était bien pour un peu aussi faire une sorte de rappel aux gens de voilà d'où je viens, et puis que aujourd'hui en 2021, 2022, oui 2022, oui, l'album à lequel je me présente à eux est en fait la somme de toute ma carrière, voilà, que à l'intérieur de ça. C'est un bon résumé de tout ce que vous avez eu envie de raconter de exactement, de votre voilà. Et Moodiro, ça sort alors, on a une date de sortie prévue? Eh bien, pour être honnête, la date, l'album est déjà sorti. Oui. L'album est déjà sorti. Et il se trouve que 2022 sera, si on peut dire, le moment où il sera distribution. Le plus. Voilà. Donc. Okay. Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on a bien cerné, on a bien pu rentrer un peu dans ce voyage initiatique. J'espère que les gens. Et puis dans les raisons pour lesquelles vous avez voulu fabriquer cet album. Bah, puisqu'il existe déjà, j'encourage tous ceux qui ont envie d'en savoir plus à se le procurer. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Moi, je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Mon Quotidien TV. À très bientôt. À très bientôt.